New York, c'est la ville J par excellence. Ils y sont partout, partout dans cette ville hideuse au milieu des restaurants communistes, des taxi girls et des salles de spectacle excentriques. New York, c'est la faute de goût matérialisé grandeur nature. C'est le tampon J. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. En guise de préambule, vous trouverez sous la vidéo tous les liens menant à toutes les vidéos manquantes et qui ont été ou censurées ou balancées par YouTube. Ok, ce sont des liens Odyssée. Abonnez-vous à la chaîne Odyssée si jamais. Aujourd'hui, chronique numéro 48, l'Amérique J de Pierre-Antoine Cousteau, un livre de 1942. Alors Pierre-Antoine Cousteau, c'est un écrivain, journaliste, polémiste que j'aime beaucoup. Il met un sourire sur mon visage. C'est le 3e livre que je compulse de lui. J'en ai un autre que j'espère vous présenter bientôt. Nous verrons cela. Pierre-Antoine Cousteau vécut aux États-Unis et il posa un regard intelligent, pertinent sur ce pays, en homme fin, distingué et observateur qu'il fut. Pierre-Antoine Cousteau, c'est la droite brillante, celle qu'il faut faire taire à la libération. La droite maniant l'humour noir, le sarcasme, avec maestria. Pour ce faire, il fut condamné à mort, mais il fut gracié à la prison à vie, etc. Par Vincent Auriol, je crois qu'il le gracia. À mes yeux, Cousteau, Céline nous rebattait. C'est la France. Et ce, même s'il n'était guère catholique. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Nous voici à l'essentiel de cet essai de Pierre-Antoine Cousteau. Alors les États-Unis n'ont aucun génie en eux. Gloire à Cousteau de rappeler cette évidence. Tout se trouve à profusion sur cette terre. Une terre justement qui ne demanda aucun calcul, aucune réflexion pour être travaillée, aucune organisation. Les pionniers défrichent n'importe comment, ils sèment n'importe où, sans aucun obstacle en fait. Sans règles, sans pensée à l'avenir, sans penser à rien en quelque sorte, sans organisation, sans planification, c'est le mot que je cherchais. Seul le profit immédiat l'emporte, et ça donne une mentalité générale, hein, vous l'avez compris, le profit et le monstrueux gâchis dans les gènes de ce pays, là où l'indigence domine aussi, donc profit maximal et le plus rapide, un gâchis monstrueux et l'indigence parmi une bonne partie de la population. Voilà les trois marqueurs de ce pays que l'on retrouve. C'est une constante. C'est une constante. La question se pose donc, comment ce pays qui avait absolument tous les dons, toutes les richesses, se montra-t-il incapable d'être un exemple pour le monde? N'oubliez pas que ça date de 1942. Avec tous ces atouts-là, comment cela se fait-il? Alors une raison à cela, et c'est celle que nous donne Monsieur Cousteau, la démocratie J. Posons le décor avant cette démocratie J. D'un côté, dans les États-Unis, nous avions un or voué au dieu dollar, un or abhorrant totalement les traditions, un or besogneux, un or totalement anti-européen aussi, un or méprisant envers tout ce qui embellissait la vie, la cuisine ou la littérature par exemple, et donc la France, vous l'avez compris. Dans le Nord, vous êtes jugé selon votre richesse. Et de l'autre côté, nous avions un Sud moins tourné vers l'argent, plus ouvert à l'Europe et à ses traditions, où on respectait les traditions de chacun. Un Sud ouvert aux arts, on trouve des bibliothèques chez les gens. Et surtout un Sud raciste. Mais raciste dans le sens anti-égalitariste du terme, vous comprenez ? Alors entre ces deux mondes, la guerre de sécession devint inévitable, et ce pour des raisons de tarifs douaniers entre un Nord protectionniste industriel et un Sud libéral marchand de coton. Entre parenthèses, le Nord savait se montrer libéral quand il s'agissait du trafic d'esclaves, surtout les Blancs d'ailleurs, venus d'Irlande ou des Balkans, et traités avec mépris, sans droit et sans défense, bien pire que dans le Sud. Dans le Sud, les esclaves noirs vivaient au milieu des Blancs, au milieu des familles même parfois. Malgré le courage du Sud, le Nord triompha. Et il offrit au Sud l'invasion J, en quelque sorte, qui venait tous du Noir, dès 1890. Et en moins de 50 ans, donc finalement de 1890 à début des années,
moitié du XXe siècle, pardon, en moins de 50 ans, les J possédaient déjà tous les États-Unis. Alors le décor a été posé, mais maintenant on veut des preuves, on a envie de dire. Déjà dans les années 20, nombre de Français ne tarissaient pas d'éloges pour évoquer les États-Unis. Les chewing-gums, les ascenseurs rapides, le taylorisme. Ils oublièrent pourtant le plus important, le marqueur le plus important, ce qui devait qualifier les États-Unis. Ils n'en parlaient jamais, c'est-à-dire les J. Ah, parler des Noirs, ça, ils le firent, ces reporters de pacotille, ces journalistes de quincaillerie. Le péril noir, comme s'ils avaient quelconque pouvoir politique, économique ou bancaire, ça, ils savaient en parler du péril noir. Et alors que les J, eux, sont d'omnipotents administrateurs irrévélés. Car c'est comme une armée d'occupation. Ils occupent, ils trustent les postes stratégiques, la presse, la radiodiffusion, la justice, l'économie, la médecine. Pour Werner Sombart, rappelle l'auteur, l'américanisme n'est que l'expression définitive de l'esprit J, rien de moins. Ces J, nous ne les trouvons pas dans cette Amérique industrieuse et agricole. Non, bien sûr que non. Les J ne construisent pas, ils profitent du travail des Blancs. D'ailleurs, ils ne débarquèrent qu'en 1890, nous l'avons vu, après que le pays fut entièrement défriché, comme une nuée de sauterelles, la métaphore étant de Cousteau. En 50 ans, ils évincèrent les pionniers protestants de tous les postes importants, ces protestants qui se sentaient plus proches des J inassimilables que des catholiques, évidemment, qu'ils abhorraient. Ils doivent certainement le regretter déjà. Les États-Unis aussi ne possédaient pas de culture antisémite, comme la France, de Saint-Louis à Drummond. Et même le plus virulent des Yankees qui répugne à s'asseoir à côté d'un Noir laisserait sa fille être souillée par un Lévi. Et le plus grand symbole de tout cela, c'est New York. New York, c'est la ville J par excellence. Ils y sont partout, partout dans cette ville hideuse au milieu des restaurants communistes, des taxi girls et des salles de spectacle excentriques. New York, c'est la faute de goût matérialisé grandeur nature. C'est le tampon J. Et une telle presse, la presse new-yorkaise, c'est le mensonge étatisé, c'est le scoop recherché sans aucune dignité, c'est l'empoisonnement de l'esprit. Contre Hitler, par exemple, comme ce fut le cas dès les années 20-30. New York, c'est aussi et surtout la folle ruée vers l'argent, plutôt la ruée vers l'or des autres. Une pensée typiquement J, cette idée de tout abandonner, de tout donner, de tout sacrifier en quelque sorte pour les affaires, dépassant de loin la mentalité anglaise de la City. Et l'argent plus que tout, vous l'imaginez, cela féconde l'escroquerie, puisque l'on vise l'argent plus que tout. Fatalement, les escrocs les plus recherchés, les plus vils, les plus puissants aussi sont des J, comme Dutch, Schultz, ennemi public numéro 1, mais toujours acquitté, et qui sort des salles d'audience et des palais de justice en triomphe. Ah, plus tard, il sera retrouvé mort. Ouais, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui font leur propre loi, ce n'est pas la justice d'Égoïme, évidemment. Monsieur le maire est un J, déjà, à l'époque. C'est Monsieur LaGuardia, surnommé l'anti-nazi numéro 1. L'anti-nazi numéro 1. En effet, ce J, court sur pattes, transpirant devant les médias, n'hésita pas à dire au Madison Square Garden qu'on m'amène Hitler et je le ferai pendre sur le champ. On reconnaît bien vraiment toute la sobriété J ici. En 1937, il proposa même au Congrès J, tenu à New York, qu'on édifiât une chambre de torture où figurerait une effigie d'Hitler. C'est très inventif, très classe. Pas de doute possible, LaGuardia s'est signé. Mais à New York, au-dessus de LaGuardia, il y a la sommité. Et la sommité, à l'époque, c'est le rabbin Samuel Wise. Ouais, qui porte mal son nom. Ce cher rabbin est le traître. Ce cher rabbin que le traître de Gaulle, en 1942, rencontra pour lui assurer qu'après la victoire anglaise, les J seraient réintégrés en France, dans leur poste de commandement, je dirais presque dans leur poste de prédilection naturelle, puisqu'ils sont voués à cela. Commandé. Pour que vous ayez une caricature du pistolet en question, ce Wise, laissons-lui la parole. Je ne suis pas un citoyen américain de religion J, je suis un J.
J'ai été un Américain pendant les 63 à 64e de ma vie, mais j'ai été un J pendant 4000 ans. Hitler a eu raison sur un point. Il appelle le peuple J une race, et nous sommes une race qui s'est emparée de tous les leviers de commande et qui a brisé toutes les résistances. Alors après le lieu, New York, voici l'homme qui représente le plus la soumission au J, et la puissance J se voit magnifiée par un de leurs hommes de main, on va dire, c'est Roosevelt. Est-il J lui-même? Eh bien, peu importe en réalité, parce que tout ce qu'il fit et tout ce qu'il entreprit dans sa vie fut au profit d'Israël. Roosevelt, c'est un initié de la Holland Lodge numéro 8 en 1911, et il atteindra le 32e degré en 1929. En guise de complément, ce Shabbat Goy est membre des sociétés secrètes. Aigle, Élan, Phi Beta Kappa, l'ordre royal de l'Élan, ainsi que de la Grande Loge de Géorgie dont il est là aussi un des grands maîtres. Le mensonge ancré en lui, il s'avance en agneau, dénonçant Wall Street et la finance, ouvrant les portes de l'enclos au loup J, qui, grâce à lui, s'accapare, s'octroie le pouvoir politique totalitaire des États-Unis. Pour ce faire, Roosevelt s'attaqua et fit disparaître la banque Morgan à grands coups de fière propagande. Il était très heureux de cela. Mais la banque Morgan, pour ceux qui voudraient creuser le sujet, la banque Morgan, c'était un petit peu la seule banque quasi goy à l'époque. En fait, il s'est passé exactement la même chose en France. On fait semblant de s'attaquer à la banque et on liquide les avoirs et on liquide par exemple la société Wendel, la banque Wendel, pour pouvoir protéger, pour pouvoir sauvegarder les Rothschild, les Lazare, les Dreyfus. Bref, Roosevelt accélérera la carrière de financiers col roulé du style Morgenthau, Levinson, Warburg, qui placèrent chacun leurs ouailles pour la conquête de l'argent. Oui, car d'un côté, il y a la conquête de l'argent, c'est-à-dire la possession des moyens financiers et Wall Street, et de l'autre, il y a la conquête des masses, avec les J communistes et agitateurs. Parce qu'avec Roosevelt, le communisme s'émancipa aux États-Unis, drainant avec lui ses immanquables associations pour les droits civils, pour les communautés, pour la démocratie, bref, vous connaissez tous cette ritournelle. L'emprise sur Roosevelt ne se perçoit pas par ses proches ministres, mais plutôt par ses maîtres en coulisses, parmi lesquels le premier, Bernard Baruch, c'est le président officieux, selon certains à l'époque, c'est un véritable profiteur de guerre à la base. On a aussi Francis Frankfurter. Alors lui, c'est l'homme qui offre une structure légale au New Deal. C'est un anti-nationaliste marxiste à la base. On a aussi Louis Brandeis, le penseur du New Deal. On a Samuel Rosenman, qui est le bras droit de Roosevelt, dixit le président himself. Ajoutons Untermeyer ou Dick Steinbaum, ou même Rosenbaum qui est à ses côtés lorsqu'il découpa la dinde de Thanksgiving. Ouais, parce que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, à Thanksgiving, si vous voulez, en 1939, sur l'image au moment de la découpe de la dinde, la personne qui est à droite de Monsieur Roosevelt, c'est Rosenbaum. C'est pour vous dire à quel point l'influence qu'il peut avoir. C'est un épiphénomène qui en fait est très marquant. En 1939, subrepticement, Monsieur Roosevelt reçut la médaille d'or. La médaille d'or du 100 mètres, vous allez me dire, non, il serait capable, hein. Mais non, il a reçu une autre médaille d'or, il a reçu la médaille d'or du Congrès juif. Oui. Ainsi que le soutien du Bnei Brit d'ailleurs pour sa 3e élection. Bon, seulement, la faillite du système Roosevelt ne pouvait plus être dissimulée, elle ne restait donc qu'une seule option pour les J, la guerre. Mais avant de vous parler de la politique extérieure des États-Unis, Pierre-Antoine Cousteau aborde vraiment un thème très important, c'est le manque total de connaissances et d'expérience du judaïsme ou de la pensée talmudique de la part des États-Unis. Ce qui fait que ça les rend totalement naïfs. Il n'y a donc aucune résistance intellectuelle à cette mainmise J à cette époque. Pierre-Antoine Cousteau affirme avec sagacité que les États-Unis ne produirent jamais de penseurs anti-judaïques compétents et chevronnés.
On va les prendre un par un. On va prendre les trois grands mouvements anti-J qu'il y a pu y avoir aux États-Unis. Le premier, vous le connaissez tous, c'est évidemment Henry Ford. Sa critique de la communauté des cols roulés n'est pas le fruit d'une maîtrise des concepts, mais bien le fruit du hasard. En fait, c'est dû à une conversation qu'il eut avec des J sur un bateau, des J à la langue bien trop pendue et qui révélèrent un petit peu leurs plans, leurs pensées, leurs idées et leur emprise. Son inexpérience sur le sujet fit le reste. Isaac Landman lui demanda de prouver ses dires issus de son livre Le J international. Il lui tendit un piège. Il lui dit « Ok, d'accord, prouve-nous-le ». Et Ford monopolisa toutes ces équipes naïves qui, en réalité, trouveront des preuves semées ici et là par les talmudistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il lui a tendu un piège, il savait qu'il trouverait des preuves qui seront données. Et donc, en fait, il s'est totalement ridiculisé. Il est passé pour un illuminé, en réalité. Puis d'un coup, un jour, plus personne n'acheta des voitures Ford, sans que l'on susse d'où vinrent les ordres, en quelque sorte. Évoquons maintenant le deuxième, c'est le KKK. Alors, historiquement, vous devez le savoir, c'est qu'historiquement, le KKK naquit pour préserver les Blancs du Sud, après la guerre de sécession. En effet, les Noirs vengeurs reçurent du Nord une sorte de blanc-seing, et l'idée du KKK fonctionna à merveille grâce à leurs draps de lit qu'ils portaient. Ils s'affublaient et qui avaient un effet bien plus dissuasif sur les Noirs très superstitieux que la violence la plus extrême elle-même. Donc en fait, les membres du KKK avec leurs draps faisaient extrêmement peur aux Noirs. Mais vraiment extrêmement peur parce qu'ils y voyaient des fantômes ou des choses comme ça. La deuxième période, le deuxième acte du KKK n'était plus anti-noir ou même anti-catholique, mais bien antisémite. Seulement, encore une fois, leur naïveté scintillait. Ils ne firent pas le poids face au J, face à leur réseau maçonnique médiatique. La troisième personne, c'est le père Coughlin. Maintenant, c'est un catholique qui dénonça lui aussi les tentacules, mais il eut du mal à toucher les protestants et les J. Le firent accuser de haute trahison. C'est un classique, donc les protestants avaient beaucoup de mal à le suivre. Il y a toujours ce problème du fait que les protestants se sentent beaucoup plus proches des J que d'un dénonciateur catholique. Donc aux États-Unis, toute résistance est tuée dans l'œuf. Parlons maintenant de la politique extérieure, et vous vous doutez bien, cette politique extérieure américaine, elle est tenue. Elle est cousue de fil blanc, vous l'imaginez. À la sortie de la Première Guerre mondiale, le sentiment anti-allemand était inexistant. Vous entendez bien, inexistant. C'est étonnant. C'est étonnant pour un pays, les États-Unis, qui venait de se battre jusqu'au sang contre eux. Véritablement. Étonnant. Mais étonnant en apparence, car finalement c'est fort logique. Si on suit Pierre-Antoine Cousteau. Mais oui, parce que l'Allemagne, dès les années 20, redevenait la chasse gardée des J. Et donc tous les médias avaient cessé de voir en l'Allemagne l'horreur. Et ce jusqu'à Hitler. Parce que là, les choses se gâtent. L'Allemagne redevient l'ennemi. C'est l'alliance contre Hitler avec Blum en France, avec Litvinov en URSS, avec Belisha pour la Grande-Bretagne, le trio non-arien, comme le nomme Monsieur Cousteau. La presse française, triple parenthèse, n'a Dieu que pour Roosevelt le belliqueux. Pourtant, en 1939, il ne viendra pas les aider, les Français en détresse. Certes, il armera la Grande-Bretagne au début avec quelques destroyers, il provoquera l'Allemagne, il multipliera les actes d'hostilité, puis il obtiendra du Congrès tous les crédits pour se lancer dans la guerre. Seulement, les États-Unis sont expulsés d'Extrême-Orient, eux qui croyaient tenir le Japon. Incapables de s'organiser, incapables de prévoir, la démocratie américaine est vérolée. Elle est avilie par une race étrangère désirant assurer son triomphe, on va dire, son triomphe mondial. Allons dorénavant au-delà du livre et continuons la réflexion de Pierre-Antoine Cousteau, réflexion qui finalement s'est terminée en 1942. Donc notre question devrait scintiller de mille feux. Est-ce que, après la Deuxième Guerre mondiale, l'emprise J sur les États-Unis a-t-elle cessé? Ça me fait juste rire de poser la question. Allez, soyons sérieux et soyons courts. Après les années 50, ce n'est plus une laisse qui tient les États-Unis, mais bien un triple harnais. Rappelons que les crimes contre l'humanité, enfin,
contre l'humanité supérieure, l'humanité du degré supérieur, dirons-nous. Donc ces crimes commis par les nazis ont drainé un raz-de-marée de sympathie et d'empathie envers les victimes. Je vous fais pas de dessin. Victimes qui ne se privèrent pas de se faire plaindre, encore aujourd'hui, et victimes qui ne se privèrent pas de se faire dédommager, encore aujourd'hui. C'est très important de rappeler ça, très important. Par la suite, ce fut la destruction du tissu industriel américain accompagnée d'une financiarisation à outrance. Reagan, c'est en quelque sorte l'effigie, la mascotte de cette politique dévastatrice dans les années 80, avec cette volonté, cette obsession d'abattre l'État américain pour offrir le plein pouvoir au marché. Derrière Reagan, Weidenbaum, Feldstein, Krugman furent principalement les cols roulés conseillers économiques. Ensuite, un certain Robert Rubin, issu de la Goldman Sachs. Goldman Sachs, en fait, c'est la pouponnière des cols roulés. Et président du CFR. Alors lui, il abolira une loi qui séparait les activités bancaires entre le crédit et la spéculation. Donc les banques de dépôt, en quelque sorte, et les banques d'investissement ne firent plus qu'une, en fait. Les États-Unis ne devinrent en réalité qu'un conglomérat de multinationales apatrides. Ils se lancèrent à la conquête des entreprises européennes plus florissantes, plus innovantes, plus créatives, et qui passent toutes, une à une, dans le giron judéo-protestant, encore aujourd'hui évidemment avec le pacte de corruption. Alors vous savez, Henry Ford ne put jamais prouver matériellement, c'est-à-dire autrement que par des concepts ou un aspect philosophique de la chose, le complot J. Les cols roulés le manipulèrent et il baissa les bras. Il passa pour un ridicule. Mais un homme le fit un jour, un homme dont j'ai perdu la trace. Son travail fut noyé dans l'immensité Internet, on va dire. J'ai eu beau chercher pour les besoins de cette vidéo, mais rien n'y fit. C'était de mémoire un mathématicien mexicain qui se lança dans la rude expédition de prouver le complot J. Son travail, que j'avais lu et qui m'avait marqué, date des années 2006-2008, dirais-je. L'homme en question se posa la question justement suivante, une sorte de postulat. Où est le pouvoir le plus puissant sur Terre à l'heure actuelle? Eh bien, il est à la Fed. Alors il s'est dit, je vais chercher qui contrôle la Fed depuis tant d'années. Il rechercha et nota scrupuleusement tous les directeurs successifs de la Fed, ainsi que leurs seconds. Et à l'écrasante majorité, évidemment, vous le savez, c'est l'écrasante majorité de cette clique était des J. Vous l'aviez deviné. Alors il rapporta cela, il rapporta ce nombre important au pourcentage de la population J aux États-Unis. Et il arriva à une probabilité totalement folle. Quelque chose du style 0,00002-3% de chance qu'il y ait eu autant de J qui soient à chaque fois dans des postes déterminants de la Fed. Cela ne pouvait donc pas être le fruit du hasard. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Quando